Bonjour. Dans notre série sur la colonisation et la décolonisation de l'Afrique noire, nous arrivons aujourd'hui à la quatrième et dernière partie qui va parler des premiers pas de l'Afrique noire indépendante. Alors, un rappel d'introduction, je dirais que nous sommes au début des années 1960. L'Afrique noire fait son entrée dans le Conseil des Nations souveraines, avec les indépendances qui se succèdent à un rythme effréné. Dans l'atmosphère de l'époque, nous l'avons dit, il y avait en réalité deux questions principales. La première étant indépendance totale ou autonomie avec maintien du lien avec la métropole. Et la deuxième étant aventure séparée territoire par territoire ou rassemblement dans des ensembles, des fédérations, des unions. Pour cette deuxième question, les leaders africains étaient, il faut dire, très divisés. Même au sein du Rassemblement démocratique africain, où Houphouët-Boigny n'est pas parvenu à imposer sa préférence pour une indépendance séparée de chaque pays africain. De son côté, Senghor, dénonçant le caractère balkanisateur de la loi cadre depuis 1956, Senghor est très actif pour la création d'une fédération africaine. Et en janvier 1959, naît la Fédération du Mali, avec pour capitale Dakar, regroupant le Sénégal, le Soudan français, la Haute-Volta et le Dahomey. Au moment de l'adoption, État par État, de la Constitution fédérale, la Haute-Volta et le Dahomey se retirent pour rejoindre Houphouët-Boigny, le rival de Senghor, dans le Conseil de l'Entente formé avec le Niger. Nous l'avons déjà vu, au sein de la communauté française, la Fédération du Mali, réduite au Sénégal et au Soudan français, est à l'origine des réclamations anticonstitutionnelles qui vont précipiter les indépendances de 1960. Alors, la Fédération du Mali de Senghor, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pour la mise en place des organes fédéraux, en avril 1959, l'Assemblée fédérale désigne le Soudanais Modibo Keïta comme le président du gouvernement fédéral et le Sénégalais Mamadou Dia comme vice-président. Donc, Modibo Keïta et Mamadou Dia seront en première ligne dans les travaux qui vont conduire à l'indépendance, qui est proclamée le 20 juin 1960. Il reste alors à achever la mise en place des organes fédéraux par l'élection au suffrage universel du président de la fédération, le chef de l'État fédéral. Senghor et l'ensemble des Sénégalais sont persuadés que le candidat naturel à la présidence de la fédération est le leader sénégalais, non seulement pour sa notoriété, mais aussi pour le fait que la capitale fédérale est Dakar. Voilà que, contre toute attente, Modibo Keïta, le Soudanais, déjà président du gouvernement fédéral, se porte candidat pour briguer la présidence de la fédération. Alors il y a problème. Il y a problème parce qu'il suffit de regarder les inscrits pour le référendum de 1958 pour voir que le Sénégal avait à peu près 1 107 000 inscrits. Et le Soudan français avait à peu près 2 142 000 inscrits. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les Soudanais sont 2 fois plus nombreux que les Sénégalais. Et que si on va aux élections et qu'elles sont transparentes, ben, Modibo Keïta sera élu comme le président de la fédération, comme le chef de l'État. Pour les Sénégalais, cette perspective est inacceptable. Alors l'atmosphère se dégrade entre Soudanais et Sénégalais se dégrade très rapidement. Modibo Keïta demande
au chef d'état-major de l'armée, un Soudanais, de déployer des forces pour surveiller la régularité du scrutin. Il sait que s'il n'y a pas de fraude, si le scrutin est régulier, ben c'est lui qui sera élu. Les Sénégalais, jugeant cette mesure unilatérale inacceptable, font arrêter le chef d'état-major soudanais par la gendarmerie qui est sous commandement sénégalais. Soudanais et Sénégalais sont au bord d'un conflit armé. En fait, parce que Modibo Keïta a plus de chances que Senghor de remporter l'élection présidentielle, les hommes politiques sénégalais reprochent aux Soudanais de vouloir les coloniser. Au plus fort de la crise, le Sénégalais Mamadou Dia, vice-président du gouvernement fédéral, déclare, je cite, « Notre pays a été colonisé par la France. Aujourd'hui, nous ne subissons plus cette tutelle. Ce n'est pas pour qu'un autre pays, surtout un territoire semblable au nôtre, vienne à son tour nous coloniser. » Fin de citation. Senghor, le chantre du fédéralisme, le grand dénonciateur de la balkanisation de l'Afrique, ne tarde pas, face à la réalité du terrain, à devenir ce micro-nationaliste qui déclare, je cite Senghor, « L'heure est grave. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit de défendre notre indépendance, car ce que l'on veut, c'est vous coloniser, vous réduire en esclavage. Je suis prêt à mourir et avec moi tous les militants de l'UPS pour que vive le Sénégal. » L'UPS, c'est l'Union progressiste sénégalaise, le parti de Léopold Sédar Senghor. Ainsi donc, la détermination fédéraliste de Senghor n'est pas allée au-delà de la rhétorique universitaire. Le 20 août 1960, après seulement 2 mois d'existence souveraine de la Fédération du Mali, le Sénégal se retire et expulse les représentants soudanais de Dakar dès le lendemain. Ils les ont chassés. Donc, c'est un convoi qui va transporter tous les officiels soudanais pour qu'ils retournent dans leur pays. Les Sénégalais n'en veulent plus. C'est comme ça que la Fédération du Mali... Alors, rester seul dans la Fédération du Mali, le Mali, ce beau nom probablement choisi par le grammairien poète, donc rester seul dans la Fédération du Mali, le Soudan français choisit de s'approprier le nom Mali au moment de proclamer son indépendance le 22 septembre 1960. C'est le Mali que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc voici comment s'est terminée cette aventure de la Fédération du Mali. Alors nous arrivons à l'Union des États africains de Nkrumah. Modibo Keïta, le leader soudanais, désormais malien, ne va pas souffrir longtemps de sa mésaventure avec les Sénégalais. Car le Ghanéen Nkrumah, aux aguets, lui tend la main. Dans son messianisme panafricain, après son échec dramatique au Congo belge, qui s'est soldé par la mort de Patrice Lumumba, Nkrumah parvient en ce début d'année 1961 à convaincre le Mali de rejoindre l'Union des États africains qui regroupe depuis plus de 2 ans le Ghana et la Guinée-Conakry. Donc finalement, le Mali rejoint l'Union des États africains en avril 1961. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette union? Il faut dire que Sékou Touré, en 1958, attiré par les chants des sirènes communistes, Adinois de Gaulle, a reçu la visite de Léonid Brejnev, le président de l'Union soviétique, qui a promis de soutenir l'Union. Et depuis plus de 2-3 ans, Sékou Touré ne voit absolument rien. La France a retiré toute son assistance technique et Sékou Touré se trouve désemparé, il ne voit rien. Les soviétiques ne lui apportent pas ce qu'il espérait. À côté, il y a le pays voisin, la Côte d'Ivoire, qui a décollé avec la coopération française, les réalisations en Côte d'Ivoire. On parlera bientôt de miracles ivoiriens. Et à cette époque, il faut dire que le nouveau président des États-Unis, Kennedy, avait lancé sa politique de la nouvelle frontière. Politique de la nouvelle frontière qui avait un volet
qui consistait à fournir une aide internationale aux pays dans le besoin. En fait, les Américains se disaient que tous ces nouveaux pays qui ont tendance à aller vers l'Union soviétique, c'est la pauvreté, c'est le manque d'équipement qui fait qu'ils ont cette tentation et que, en les aidant, en se rapprochant d'eux, en les mettant en confiance, voilà, en participant au financement de leurs projets, ces pays-là vont donc se détourner de l'Union soviétique. Et cette politique de la nouvelle frontière, hein, engagée par Kennedy, va valoir par exemple à Thérèse et Félix Houphouët-Boigny une visite officielle mémorable aux États-Unis. Même Kwame Nkrumah va faire une visite officielle en 1961 aux États-Unis. C'est Kennedy qui va financer la construction du barrage d'Akosombo sur la Volta. Donc, les États-Unis vont s'ouvrir aux pays africains. Donc, Sékou Touré va dire, bon, voilà, je vais me tourner vers les Américains parce que du côté des Soviétiques, je ne vois rien venir. Et c'est là que Nkrumah et Modibo Keïta vont dire à Sékou Touré, non, 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 il ne faut pas se tourner vers les Américains parce que notre union doit rester dans le giron soviétique. Alors que Nkrumah lui-même, il bénéficie d'aide américaine. Et à la limite, Nkrumah considère que, bon, lui étant le chef de l'Union des États africains, si Sékou Touré a besoin d'aide américaine, bon, en fait, ça doit passer par lui. Nkrumah, c'est lui qui doit... pas que Sékou Touré s'adresse lui directement aux Américains. Qu'est-ce que Sékou Touré a fait? Il a tout simplement claqué la porte. Sékou Touré trouvait qu'il ne pouvait pas se prêter à cette plaisanterie-là. C'est ainsi que l'Union des États africains se sépare en 1962. L'Union des États africains de Kwame Nkrumah n'a pas tenu 4 ans. Alors nous arrivons à l'organisation de l'unité africaine. Il faut dire que les nouveaux États africains envisagent depuis 1960 de créer une organisation qui les rassemble. Et depuis 1960, Nkrumah entend en faire une structure pour l'élargissement de son union des États africains. Mais le leader ghanéen est loin de faire l'unanimité. Et finalement, les dirigeants africains sont tellement divisés sur la question que 2 groupes se forment. D'un côté, le groupe de Casablanca, avec seulement 5 pays qui soutiennent Nkrumah dans sa vision panafricaine. Et ce groupe de Casablanca rassemblait donc les pays de l'Union des États africains, c'est-à-dire Ghana, Guinée, Mali, et 4 pays de l'Afrique du Nord. Donc il y avait le Maroc, l'Algérie, bon, en fait l'Algérie n'était pas encore indépendante, mais c'était le FLN. Le Maroc, l'Algérie, la Libye et l'Égypte. Bon. Comment Nkrumah a réussi à le convaincre qu'il fallait qu'il forme un seul pays, je ne sais pas, mais c'était le groupe de Monrovia. D'un côté, pardon, le groupe de Casablanca d'un côté, et de l'autre, le groupe de Monrovia avec 21 pays, donc largement majoritaire, qui lui veut établir une coopération harmonieuse entre les États africains indépendants, mais sans nécessité d'une fédération politique ou d'une intégration. Alors, à un moment donné, les conflits entre les discussions vont être tellement âpres, les rapports vont être tellement dégradés qu'il y a le leader nigérian, Nnamdi Azikiwe, qui va publier une tribune contre Nkrumah. Alors, il faut que je vous dise d'abord qui est Nnamdi Azikiwe. Il a été dans les années 30, il a été journaliste à Accra, pendant que Nkrumah était étudiant. C'était déjà à cette époque un militant du nationalisme africain. Il faisait des conférences, il faisait des éditoriaux très célèbres. Donc c'est comme ça que Nkrumah l'a approché. Donc il connaît très bien Nkrumah, il connaît l'étudiant Nkrumah. Et quand Nkrumah voulait aller étudier en Europe, en Occident, c'est lui qui va recommander Nkrumah à l'université Lincoln de Pennsylvanie, où lui-même il avait étudié. Donc aussi Nkrumah a été étudié à l'université Lincoln de Pennsylvanie. Il faut savoir que c'est Nnamdi Azikiwe qui a recommandé Nkrumah dans cette université-là. Donc il connaît très bien Nkrumah.
Bon, depuis, ça fait bientôt 30 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, et Nkrumah est devenu la grande vedette politique africaine, mais il le connaît très bien, il connaît très bien Accra, il connaît très bien le Ghana. Donc voici ce que Nnamdi Azikiwe écrit en 1961. C'est un peu long, mais c'est important de le dire parce que vous allez voir comment est-ce que les choses vont se décliner par la suite. Je cite. « L'idéal serait un parlement unique pour toute l'Afrique. Mais à la différence du Dr Nkrumah, nous ne tenterons pas de réaliser l'irréalisable. La plupart du temps, le leader ghanéen tient des propos sensés. Mais lorsqu'il commet des erreurs, elles sont monumentales. Nous le savons, grand défenseur de l'unité africaine, mais cela ne veut pas dire qu'il a toujours raison dans sa conception des affaires africaines. Le docteur Nkrumah a lancé l'autre jour une violente attaque contre la conférence de Monrovia. Il n'y assistait pas parce que ni lui, ni son groupe minoritaire n'étaient en mesure d'imposer leur volonté comme il le projetait. Le docteur Nkrumah soutient que le panafricanisme ne représente rien s'il ne franchit pas les frontières artificielles imposées par le colonialisme. Le Ghana est uni à la Guinée. Or, ces deux pays n'ont toujours ni parlement, ni monnaie en commun. Le Ghana est très différent de la Guinée, et cette prétendue union n'est qu'un chiffon de papier. Il n'a pas réussi à rallier à ses idées les Ashanti, qui forment pourtant un peuple important du Ghana. Certes, la loi sur la détention préventive a suscité une unité artificielle, mais sans sa police et ses forces paramilitaires, le docteur Nkrumah sait qu'il aura à faire face, un jour ou l'autre, à la révolte. Et voilà l'homme qui, aux yeux du monde, prêche l'unité. Le docteur Nkrumah préfère penser que les États de Monrovia ne représentent pas la majorité des États africains. Il y en avait pourtant 21 à Monrovia. Et le groupe de Casablanca ne compte que 5 États. La vérité, c'est que le docteur Nkrumah veut être à la tête de n'importe quel mouvement. Ou, s'il ne peut pas, il reste en marge parce qu'il faut toujours qu'il commande. Cet homme, c'est le Messie. Ce n'est pas un individu qui suit les troupes en marche pour ramasser leurs déchets. Il est nécessaire de dire au docteur Nkrumah que la poursuite obstinée de ses ambitions territoriales ne le conduira nulle part. Son but véritable est d'avaler le petit Togo et de mâchonner quelques bribes de la Côte d'Ivoire. Ce verbiage sur un parlement africain et une Afrique sans frontières n'est qu'un camouflage destiné à masquer ses aspirations. Quelle que soit l'admiration que nous éprouvons pour le leader ghanéen, il est de notre devoir de lui lancer cet avertissement afin qu'il renonce à la poursuite des principes fallacieux. Fin de citation. Donc, en mai 1961, Azikiwe trouve utile de lancer cet avertissement à Nkrumah et je vous prie de bien retenir cette tribune d'Azikiwe car d'une certaine façon, elle sera le fil conducteur prémonitoire des agissements et du parcours de Nkrumah. Donc nous allons y revenir. Alors, par la suite, comme nous l'avons déjà vu, en 1962, l'Union des États africains s'est disloquée. Souvenez-vous, Azikiwe avait dit dans sa tribune de 1961 que cette union n'était qu'un chiffon de papier. Quelques mois après, l'union s'est disloquée. Donc, voilà quelqu'un qui veut inviter toute l'Afrique dans une union non seulement inconsistante, puisqu'elle n'a ni parlement, ni budget, ni monnaie, rien, mais qui n'est même pas capable de tenir, puisqu'elle s'est disloquée. Après son intervention catastrophique au Congo belge, qui s'est soldée par la mort de Lumumba, la disparition de son union ruine la réputation de Nkrumah auprès de ses pairs africains. Pour autant, loin de se décourager, Nkrumah veut imposer à toute l'Afrique de recréer son union. Et très rapidement, Nkrumah se brouille avec ses pairs de Guinée, du Togo
de Haute-Volta et du Nigeria, tous irrités par les airs supérieurs du président ghanéen. Bon, Nigeria, n'en parlons pas. Je viens de vous lire la tribune d'Azikwe. Sékou Touré, lui, depuis qu'il a craqué la porte de l'union de Nkrumah, il ne veut même plus entendre parler de Nkrumah. Et devant l'Assemblée générale des Nations unies, Sékou Touré vise Nkrumah. Je cite, « L'Afrique n'a pas besoin de formules philosophiques et de doctrines théoriques, mais d'une honnête coopération entre États. Réaliser l'unité ne signifie pas créer un super État africain. L'obstacle majeur vers l'unité, c'est précisément l'idée qu'il faudrait faire de l'Afrique un seul État contrôlé par un seul homme. » Fin de citation. Autre chose, depuis 1962, il existe une forte tension entre le Ghana et le Togo, pays voisins. Pays voisins où des opposants ghanéens se sont exilés. Souvenez-vous, Azikwe avait parlé de la loi sur la détention préventive ainsi que des forces paramilitaires de Nkrumah. Il faut savoir que Nkrumah a fait voter une loi qui lui donne la possibilité de mettre ses opposants en prison sans jugement. C'est ce qu'on appelle la loi sur la détention préventive. Et à côté, il a des forces paramilitaires, en fait, c'est les escadrons de la mort. Donc, beaucoup de ses opposants ont fui le pays et le Togo, le pays voisin, accueille beaucoup d'exilés ghanéens. Alors, quand le président du Togo, Sylvanus Olympio, est assassiné en janvier 1963, assassiné le président du Togo, tout le monde songe à un complot orchestré par le Ghana. Souvenez-vous, Azikwe avait dit que Nkrumah avait l'ambition d'annexer le Togo dans sa tribune. Pour une majorité de ces pairs africains, Nkrumah est de plus en plus infréquentable et doit être isolé. Donc au début de l'année 1963, une grande majorité des leaders africains ne veut même plus entendre parler de Nkrumah. Nkrumah ne peut plus prendre d'initiative, isolé dans son coin. Alors nous allons arriver aux assises de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous allons parler d'Addis Abeba 1963, du Caire 1964 et d'Accra 1965. Pour Addis Abeba 1963, la proposition d'une réunion des États africains à Addis Abeba en mai 1963, afin de faire progresser le dossier de l'organisation commune, la proposition vient de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et de l'Éthiopie. Ce sont les 4 pays qui ont proposé cette rencontre. Nkrumah, pour sortir de son isolement, accepte de participer aux assises d'Addis Abeba et de saisir l'occasion pour obtenir la création de son super État africain. Ceci s'appelle vraiment ne pas manquer d'air. Non seulement il en conflit à tout le monde, ses adversaires convoquent une réunion. Bon, finalement, il vient puisqu'il est concerné en tant que chef d'État africain. Mais il vient surtout pour qu'on fasse ce que lui va dire. Pendant les assises, toutes les motions ghanéennes sont rejetées. C'est-à-dire qu'il y avait finalement un véritable front qui s'était formé pour ostraciser le leader ghanéen. Donc il n'a même pas pu faire placer une seule motion. Et cette Addis Abeba, la conférence aboutit à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, donc à Addis Abeba en 1963, et la réunion décide de créer un comité de coordination pour la libération de l'Afrique. Bon, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas encore pris leur indépendance, donc l'OUA décide de créer un comité de coordination pour la libération pour aider ces pays-là à accéder à l'indépendance. Et Nkrumah voulait la consolation de faire élire le Ghana dans ce comité de coordination. Même cette consolation, ces pairs africains lui ont refusé. Parce qu'en fait, avec ce qui s'est passé au Congo, les gens ne veulent plus voir Nkrumah impliqué dans les affaires de tous les pays à libérer. Et la conférence décide du Caire pour le sommet de 1964. Lors de la conférence des chefs d'État au Caire en juillet 1964, Nkrumah tente de nouveau de présenter ses thèses radicales et se retrouve encore isolé. Senghor, dans le style châtié du poète, apostrophe énergiquement Nkrumah, lui rappelant que, je cite, « La décision a déjà été prise de dire non à la formation d'un gouvernement panafricain.
Le Ghana ne pourrait-il donc pas cesser d'y revenir constamment? En fait, Senghor et les autres dirigeants sont excédés par ce côté brouillon de Nkrumah qui, à chaque rencontre des chefs d'État, essaie d'imposer son idée farfelue de nommer un gouvernement africain avant de se séparer. Mais qui diantre peut faire comprendre à Nkrumah qu'un gouvernement agit au nom d'un État et qu'un État suppose au minimum un parlement mandaté par un peuple et un budget, et que ce n'est pas sur un coup de tête que des dirigeants rassemblés pour un ordre du jour précis peuvent se permettre le coq à l'âne de donner un gouvernement à toute l'Afrique. Donc, on dit non, on ne peut pas donner un gouvernement comme ça d'ici à toute l'Afrique. Mais Nkrumah tient à quitter le Caire avec quelque chose. Alors, Nkrumah nous propose rien de moins qu'une scission de l'OUA. Je cite Nkrumah. Que ceux d'entre nous qui sont prêts ne quittent pas le Caire avant de s'être mis d'accord pour créer de toute façon un gouvernement pour l'Afrique unie. Personne ne le suivra. Julius Nyerere nous répond sans embâche qu'il tient des propos absurdes. Pour une seconde fois, les membres de l'OUA refusent d'élire le Ghana parmi les membres du comité de coordination pour la libération de l'Afrique. Néanmoins, le sommet du Caire choisit Accra pour recevoir le sommet de 1965 l'année suivante. Alors, on va vers le sommet d'Accra 1965. Après le Caire, pour Nkrumah, trop, c'est trop. Alors, il prend le risque d'accroître ses difficultés en décidant d'accentuer la lutte contre les États réactionnaires qui s'opposent à lui. Il estime qu'il est temps de combattre l'impérialisme et le néocolonialisme par la lutte armée. Nkrumah parle maintenant de lutte armée. Il demande à son bureau des affaires africaines d'intensifier son action et d'accélérer la formation des combattants de la liberté africaine. En fait, il s'agit d'organiser des actions violentes dans les autres pays africains, en transformant des opposants ou des sécessionnistes en combattants, appelés révolutionnaires africains. Alors le bureau des affaires africaines installe des camps d'entraînement aux frontières du Ghana et fait venir de Chine et d'Allemagne de l'Est des experts de la lutte subversive. Rapidement, Nkrumah peut compter sur des hommes chargés de provoquer des agitations dans 9 pays d'Afrique, parmi lesquels le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. Pour la Côte d'Ivoire, les révolutionnaires africains de Nkrumah sont des ressortissants du Sanvi, une région annie qui veut faire sécession depuis l'indépendance. Une sécession soutenue par Nkrumah qui envisage d'annexer cette région du sud-est de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, Azikiwe avait dit en 1961 que le but de Nkrumah était de marchonner quelques bribes de la Côte d'Ivoire. Il connaît bien Nkrumah. Alors, Oufoué prend la tête d'un groupe d'États voisins du Ghana qui s'estime menacé et déclare qu'il envisage de boycotter, avec l'ensemble des pays francophones rassemblés dans l'Organisation commune africaine malgache, l'OCAM, la conférence de l'OUA prévue en 1965 à Accra. La personne de Nkrumah est violemment attaquée par les membres de l'OCAM. Mais la détermination de Nkrumah n'en est point atténuée. Et tenez-vous bien, en avril 1965, un commando entraîné en Chine et au Ghana tente d'assassiner le président Amani Diori du Niger, qui sort indemne de l'attentat, mais plusieurs personnes sont tuées ou blessées. Accusé par ses pairs qui haussent le ton, Nkrumah répond que, je cite Nkrumah, « Ce qu'il s'est passé au Niger est un complot néocolonial destiné à semer la division parmi les États africains. Si on avait déjà formé un gouvernement d'union en Afrique, il n'y aurait pas de subversion sur le continent. » Nkrumah avoue à demi-mot que c'est lui qui a voulu tuer le président du Niger. C'est-à-dire qu'il dit tant qu'on n'aura pas de gouvernement d'union, en fait, il n'y aura pas la paix.
Alors, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Togo, le Niger, le Dahomey, le Gabon, le Tchad et Madagascar boycottent la conférence d'Accra 1965. Lors du sommet d'Accra, Nkrumah propose la création d'un sous-comité pour étudier les problèmes posés par le projet d'un gouvernement d'union. Il est toujours sur son gouvernement qui doit rassembler toute l'Afrique. Sa proposition est rejetée, chez lui-même à Accra. Une défaite humiliante à domicile. Alors, Nkrumah veut diriger toute l'Afrique, mais il a oublié qu'il a un pays à faire tourner, le Ghana. Le pays traverse une grave crise économique et financière depuis 1964. Le pays est en banqueroute. Il y a eu des mauvais choix économiques et le pays est gangréné par la corruption. Il y a même un ministre de Nkrumah qui a acheté un lit doré à Londres, un lit plaqué or. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Ils ont pillé le pays, ils ont la gabegie totale. Alors, je vais vous donner deux témoignages de personnes qui sont à Accra avec Nkrumah. La première personne, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon est un communiste français qui était en fonction en Algérie, l'Algérie française. Et donc, il était dans le réseau du FLN, puisque le FLN était cornaqué par les communistes, à tel point que Frantz Fanon se sentait tellement solidaire des Algériens que lui, le Français d'origine martiniquaise, a renoncé à sa nationalité française pour se réclamer algérien. Et Frantz Fanon, depuis les années 58-59, a été désigné par le FLN comme leur représentant à Accra, puisque Accra était la capitale de la lutte des communistes en Afrique. Donc Frantz Fanon vit à Accra, il faut savoir. En tout cas, une bonne partie du temps. Donc, voici ce que Frantz Fanon écrit en 1960, parce que bon, il est décédé très tôt. Frantz Fanon, il est décédé en 1961. Donc, son dernier livre, Les damnés de la terre, il a écrit en 60-61. Donc, voici ce qu'il écrit en 1960. Je vous lis. Je cite. « Ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous, et cette imitation caricaturale est obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une autre Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, alors il faut découvrir. » Alors, quand Frantz Fanon écrit ça en 1960, combien d'États africains, combien de pays africains ont une durée suffisante pour qu'on puisse porter un jugement sur leur politique? Il n'y a qu'un seul pays africain, c'est le Ghana, c'est le seul qui est indépendant depuis 3-4 ans. Les autres, il y en a même qui sont en train de prendre leurs indépendances. Donc, ce que vous venez d'écouter, c'est Frantz Fanon, en fait, c'est l'échec de Nkrumah que constate Fanon. Bon, évidemment, les explications que Fanon donne, toutes ces élucubrations, bon, c'est pas important. Mais ce qui est important, ça, c'est le constat d'échec. Parce que Frantz Fanon, comme je vous ai dit, il vit à Accra en temps normal. Le deuxième témoignage est un témoignage de William P. Mahoney, l'ambassadeur américain à Accra. Vous savez, comme je vous ai dit, au début des années 60, le président Kennedy, le président américain, va initier la politique de la nouvelle frontière qui voulait s'ouvrir aux États africains. Et l'ambassadeur américain à Accra a réussi à établir avec Nkrumah une relation étroite. Et voici ce qu'il note, je le cite. « Le Ghana s'enfonce dans une grave crise par l'extravagance insensée des projets de prestige lancés par Nkrumah et par son acharnement à vouloir imposer sa conception du panafricanisme. » Plus loin, l'ambassadeur américain ajoute, je cite encore, « Nkrumah est un être quelque peu immature dont le seul rêve est de diriger un jour toute l'Afrique. » Donc, Nkrumah s'est probablement confié, il a confié son rêve à l'ambassadeur américain qui le note, que Nkrumah veut diriger un jour toute l'Afrique. Et souvenez-vous, Azikiwe avait dit que Nkrumah
veut être à la tête de n'importe quel mouvement et qu'il voulait faire disparaître les frontières artificielles imposées par le colonialisme. Donc on allait enlever toutes les frontières entre les États africains. L'Afrique devait faire un seul pays et c'est lui, Nkrumah, qui doit diriger ce pays-là. C'est pour cela que dans sa tribune, en termes de moquerie, Azikiwe parle de cet homme, c'est le Messie. Alors, quels sont les derniers mots sur les agissements de Nkrumah? Mon dernier mot. À un moment où les nouveaux dirigeants de l'Afrique noire avaient besoin de concorde et de sagesse pour être à la hauteur de l'enjeu historique de la décolonisation, Kwame Nkrumah, immature, rendu influent par les réseaux communistes pour qui il agit, totalement grisé par sa bonne étoile, obstiné à faire de l'Afrique un espace pro-soviétique à sa botte, Nkrumah est celui qui a empoisonné l'atmosphère. Il a été nuisible à l'Afrique et au Ghana. Le 23 février 1966, Nkrumah est renversé par un coup d'État militaire dont l'annonce entraîne une liesse populaire du peuple ghanéen qui mettra du temps à se relever des années Nkrumah. Il faudra attendre Jerry Rawlings pour redonner du sens à ce pays à partir de 1981. Bon, voici ce qu'il faut retenir des premières années de l'OUA, 1963, 1964, 1965, à travers les agissements de Nkrumah. Bon alors, la décolonisation va continuer, les indépendances vont continuer. On peut signaler qu'après de nombreuses années d'une guerre civile qui a ébranlé la France, l'indépendance de l'Algérie est consacrée par les accords de Vienne de mars 1962. Alors pour la péninsule ibérique, les colonies de la péninsule ibérique, l'Espagne en 1968 libère la Guinée équatoriale, son unique et minuscule possession en Afrique noire. Quant au Portugal, seule nation européenne à s'entêter à conserver ses colonies, il doit faire face pendant de nombreuses années à des guerres d'indépendance, avec une forte implication de l'Union soviétique et de Cuba, aux côtés des leaders indépendantistes africains. Après la révolution des œillets de 1914, épuisé par de nombreuses guerres sur le continent, le Portugal consent enfin aux indépendances en 1974 de la Guinée-Bissau et en 1975 du Cap-Vert, de l'Angola, du Mozambique, de Sao Tomé et Principe. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour les dernières colonisations? La Grande-Bretagne accorde l'indépendance aux Seychelles en 1976. La France ne peut empêcher l'indépendance des Comores en 1975 et de Djibouti en 1977. L'Espagne abandonne en 1976 le Sahara occidental dans l'incertitude juridique sur son statut. Aujourd'hui encore, nous avons des conflits, un conflit entre le Maroc et l'Algérie à propos du Sahara occidental. La Namibie, mandat de l'ONU exercé par l'Afrique du Sud, accède à l'indépendance en 1990. Après de nombreuses décennies d'apartheid, l'Afrique du Sud devient une nation sans discrimination officielle en 1994, avec des premières élections libres qui portent Nelson Mandela au pouvoir de la nation arc-en-ciel. Bon, dans la constitution des États africains, il y aura aussi quelques sécessions. On peut parler de l'Érythrée, rattachée par l'ONU en 1952 à l'Éthiopie. C'est en 1993 que l'Érythrée accède à la souveraineté à la suite d'une guerre d'indépendance de près de 3 décennies. Après de nombreuses années de guerre civile, le Soudan du Sud se sépare du Soudan en 2011. Et à tous ces pays, il faut ajouter le Libéria, dont on vous dit qu'il n'a jamais été colonisé. C'est faux. Le Libéria est depuis le 19e siècle, un protectorat de peuplement américain, une colonie peuplée par des esclaves noirs affranchis venus des États-Unis et des Caraïbes. L'indépendance proclamée en 1847 ne profitait qu'à la petite élite des Américano-libériens qui défavorisaient les indigènes. On pourrait donc dire que c'est depuis le coup d'État qui porta Samuel Doe au pouvoir en avril 1980 que les indigènes ont accédé à l'égalité des droits civiques et politiques. Alors, nous arrivons aux enseignements et conclusions sur cette série de 4 vidéos. D'abord,
Je sais que très peu d'entre vous savaient qu'en 1958, l'entreprise coloniale française fut plébiscitée par 9 Africains sur 10. Ça dit que non seulement les anticolonialistes ont piétiné la volonté des populations noires, mais, plus grave, ils manipulent l'histoire pour faire disparaître ce plébiscite de la colonisation. On est en plein 1984 de George Orwell. On fabrique une histoire conforme à l'idéologie. L'histoire qu'on raconte n'a rien à voir avec la vérité. Ainsi, les décennies passant, les bien-pensants gauchistes ont réussi à fabriquer des générations d'ignorants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorants. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Beaucoup d'Africains ne savent rien de leur histoire, ne savent rien du 19e siècle, ne savent rien de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'était mauvais. Oui, les mensonges des bien-pensants anticolonialistes courent toujours en roue libre depuis 8 décennies. C'est ce que j'appelle dans mes écrits les mensonges communistes de la décennie 1940 concernant l'Afrique noire, que j'abrège en Mankomaf Noir 40. Alors, il y en a 4 principaux sur lesquels je veux revenir en conclusion. L'Afrique noire, avant l'arrivée du blanc au XVe siècle, était une terre d'unité et de paix, un véritable paradis sur terre. La négritude se berçait de ce fantasme de l'Afrique édénique. Le deuxième mensonge, c'est que le blanc était l'unique responsable de la traite négrière atlantique, un acte inhumain et barbare contre le noir. On sait que ce sont les blancs qui, après avoir mis fin à la traite atlantique, après avoir mis fin à l'esclavage chez eux, ce sont les blancs qui vont se battre pendant tout le 19e siècle en Afrique noire contre les potentats locaux pour mettre fin à l'esclavage et à la traite négrière en Afrique noire. Le troisième gros mensonge, c'est que la colonisation de l'Afrique noire, qui a démarré par un braquage armé exercé par les Blancs sur les pauvres et pacifiques noirs, comme l'a écrit Cheikh Hamidou Kane. Donc la colonisation n'est qu'une œuvre d'exploitation de l'homme et de pillage des ressources, œuvre motivée uniquement par le racisme et les richesses du continent africain. Bon, on a vu comment est-ce que l'Afrique va se développer, le développement phénoménal de l'Afrique pendant les quelques décennies de colonisation. La colonisation a été très positive pour l'Afrique. Et en 1958, dans tous les cas, les colonisés ont démenti eux-mêmes toutes ces balivernes communistes. Le quatrième mensonge, lui, il va venir un peu après, c'est-à-dire à partir de 1960. La décolonisation fut le résultat de longues luttes menées par les indigènes, luttes de larmes, de feu, de sang, comme Patrice Lumumba a osé le dire le jour de l'indépendance du Congo. Non. À l'exception des colonies portugaises, où effectivement il y a eu des luttes armées qui ont duré de nombreuses années. Dans l'ensemble, au niveau des colonies anglaises, françaises, les choses ont avancé, je dirais, tranquillement dans la négociation. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des leaders africains qui étaient dans la radicalité, qui ont même des fois adopté la lutte armée, parce que bon, c'était des pions communistes, ils étaient manipulés par toutes, comment dire, les manœuvres communistes. Bon, mais quand il y a une lutte armée, il y a lutte armée. L'État colonial, c'est un État, ça veut dire qu'il assume ses responsabilités. S'il y a des gens qui prennent des armes, il faut maintenir l'ordre, il faut ramener l'ordre. Donc oui, il peut y avoir des morts par-ci, par-là, mais ça, ce n'est pas parce que le pouvoir colonial est un pouvoir tueur ou oppresseur. Non, non, c'est un pouvoir responsable qui fait le maintien de l'ordre. Donc il y a eu quelques morts. On a quelqu'un comme Ruben Oumniobé au Cameroun qui est mort les armes à la main, mais bon, c'était... ils avaient choisi de mener la lutte armée. Sinon, ce n'était pas le choix général des métropoles. Alors, ayant infiltré et noyauté les milieux culturels, ayant infiltré et noyauté les milieux culturels et académiques en Occident, j'ai cru que la caméra s'était arrêtée. L'extrême gauche impose toujours ses mensonges
dans l'écriture de l'histoire. Le temps est venu de mettre fin à ces mensonges, car ils font un grand tort au monde noir. Ces mensonges sont un obstacle à la construction d'une humanité apaisée. Pourquoi mettre fin aux mensonges? Tout simplement pour la connaissance de la vérité historique, connaissance des vérités. En toute chose, la connaissance de la vérité est bonne en soi, car croire en trop de faits faux finit par abrutir. Combien de gens savent que les Américains ont été à l'origine de la décolonisation? Quand j'en parle avec les gens, très peu de gens le savent. Pourquoi? Parce que les communistes, c'est eux qui écrivent l'histoire. Ayant réussi à faire passer l'entreprise coloniale pour quelque chose de mauvais, pour du colonialisme, finalement, ils s'attribuent l'exclusivité de la paternité de la lutte contre l'entreprise coloniale. Donc, les Américains sont effacés dans cette histoire, les gens savent pas. Si vous demandez aujourd'hui à des Africains qui sont les pères fondateurs de l'OUA, le premier nom qu'on va vous citer, c'est Kwame Nkrumah. Pourtant, comme je vous ai dit, non seulement Kwame Nkrumah, le Ghana ne fait pas partie des pays qui ont convoqué aux assises d'Addis Abeba, c'était la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Éthiopie. Mais en plus, Nkrumah n'est pas parvenu à placer une seule motion, puisque c'était une époque où il était rejeté par tous ses pairs. Et aujourd'hui, l'histoire qu'on a écrite pour les Africains, pour tout le monde, c'est que Nkrumah, c'est le père fondateur de l'OUA. Que des mensonges. Demandez aux jeunes Africains aujourd'hui quelles sont les grandes figures de l'histoire africaine. Mais on va vous dire Nkrumah, Lumumba, François Fanon, Robert Mugabe, Thomas Sankara. Vous savez ce qu'ils ont de commun, tout cela? C'était des communistes, c'est tout. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de bien ou quoi que ce soit. Comme ce sont les communistes qui écrivent l'histoire, ils écrivent l'histoire en leur faveur. Il y a eu de grands leaders africains, les Julius Nyerere, les Nnamdi Azikiwe, les Houphouët-Boigny. Dans les années 60-70, quel leader, chef d'État africain pouvait rivaliser avec Houphouët-Boigny en termes de réalisation? On parlait de miracles ivoiriens. Tout cela, actuellement, on ne parle plus d'eux. Les Aimé Césaire, les Joshua Nkomo, Jerry Rawlings du Ghana, bien plus tard, mais Jerry Rawlings. Quand vous prenez quelqu'un comme Joshua Nkomo, mais ce sont ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance de la Rhodésie à l'époque, pour arracher le pouvoir aux Blancs. Ils ont fait la prison, les Joshua Nkomo. C'est à la fin. Bon, c'est vrai, c'est Robert Mugabe qui va être le président, mais on parle de Robert Mugabe comme si c'était celui qui avait mené tout seul le combat. Pourquoi? Parce que Robert Mugabe, c'était un marxiste. Et les Joshua Nkomo, on n'en parle plus. Prenez Jerry Rawlings. Le Ghana que Nkrumah a détruit, c'est Rawlings qui va venir relever le Ghana, conduire son pays vers une démocratie réelle. Le Ghana aujourd'hui est l'un des rares pays africains où il y a des évolutions, des alternances démocratiques qui se passent. Le pays s'est retrouvé. Ce grand peuple a retrouvé de son lustre d'antan. Et Rawlings a ceci de commun avec Sankara, qui sont de la même génération, ils sont arrivés au pouvoir à peu près en même temps, les deux pays sont des pays voisins. Quand on voit le bilan de Rawlings par rapport à Sankara, il n'y a pas photo. Mais on parle de Sankara, pourquoi? Parce que Sankara était un militaire communiste marxiste. Les historiens du monde noir doivent se débarrasser de l'influence des gauchistes occidentaux pour réviser l'histoire de l'Afrique. Il faut faire du révisionnisme concernant l'histoire de l'Afrique. Pourquoi mettre fin aux mensonges? Pour arrêter la repentance handicapante des uns. Les Européens, dès qu'on les traite de colonialistes, ils peuvent... Non, il faut arrêter les mensonges. L'entreprise coloniale n'a pas été mauvaise. Les Européens ressaisissez, vous n'avez pas à avoir honte de quoi que ce soit. Vous avez été très utile, vous avez été très positif pour l'Afrique. Donc arrêtez la repentance des uns et les demandes de réparation des autres. La rente mémorielle. Tous ceux qui se disent aujourd'hui décoloniaux ou indigénistes, qui dérivent sur le wokisme, tous ces gens croient que la colonisation fut un mal pour l'Afrique noire, l'Afrique et le monde noir.
C'est l'histoire qu'on leur a enseignée. Hein. C'est de bonne foi qu'ils y croient. Mais il faut rectifier les choses, il faut les instruire, ces gens-là. Ce sont des ignorants. Certains disent même que la colonisation était comparable à l'apartheid. L'apartheid, plébiscité par les Noirs en 1958. Il faut vraiment qu'ils soient des imbéciles, ces Noirs-là. Il faut mettre fin à cette grave ignorance qui détourne le monde noir des vrais enjeux du développement. Pourquoi mettre fin au mensonge? Pour arrêter la perte de temps en accusation des autres. Une certaine opinion du monde noir est piégée par la haine du blanc. Si nous devons retrouver l'Afrique, nous devons redresser nos pays, c'est dans le sens de la responsabilité, retrouver un sens de la responsabilité publique, mettre nos États au service de l'intérêt général, comprendre que la liberté et l'indépendance doivent s'accompagner du sens de la responsabilité, et qu'il n'y a que le sens de la responsabilité qui fructifie la liberté. Et enfin, pourquoi mettre fin au mensonge? Mais pour permettre le repentir de l'Afrique noire. Bon sang, pendant des siècles, nous avons vendu les nôtres à travers le Sahara, à travers les déserts, à travers l'océan Indien, à travers la mer Rouge, à travers l'océan Atlantique. Mais ce mal que nous avons fait pendant des siècles, à un moment donné, il faut faire son repentir. Il faut, pour pouvoir conjurer ce mal, nous devons demander pardon. Nous n'allons pas profiter de ce que les gauchistes s'accusent entre les blancs pour dire que non, c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait. Non. Pour pouvoir, comment dire, conjurer ce mal, nous devons le reconnaître et faire notre repentir. C'est une question de foi. C'est une question de spiritualité. Les Africains, qu'on soit chrétiens, musulmans, animistes ou quoi que ce soit, mais le repentir a une grande valeur spirituelle, bon sang. On ne s'en sortira pas tant que on ne, comment dire, nous ne reconnaîtrons pas, nous n'assumerons pas notre histoire, notre passé. Et peut-être même, pourquoi pas, même pas peut-être, sûrement, avoir de la reconnaissance pour l'Europe, de nous avoir aidé à arrêter l'esclavage et les traites négrières, de nous avoir apporté une assistance pendant quelques décennies. Nous avons fait un bout de chemin commun pendant l'époque coloniale. Ici donc s'achève cette série de 4 vidéos sur la colonisation et la décolonisation de l'Afrique noire. Je voudrais vous présenter donc mon dernier livre, Haine du blanc et monde noir, qui parle de ces sujets et de bien d'autres, que je vous invite à acheter pour que nous puissions continuer les échanges. Je vous remercie pour votre attention pendant ces 4 longues vidéos et à très bientôt. Au revoir.